Bonjour Justine Barbier. Bonjour, alors on va faire une interview abécédaire et on va commencer avec un premier mot, donc A évidemment comme anagramme. Qu'est-ce que ça vous évoque? Et L'anagramme, vous c'est un expliquez- jeu avec les lettres et ça vient du fait que quand on change la position de deux lettres, on change le mot. Ça veut dire que l'interversion des lettres n'est pas une opération commutative. AB n'est pas égal à BA. Et il se trouve que la non-commutativité, c'est ce qui distingue la mécanique quantique de la mécanique classique. Donc ce jeu de langage qui est purement arbitraire et simplement drôle, en fait, quand on travaille un peu, a une puissance symbolique qui va au-delà des simples jeux de langage. Oui, et vous avez l'impression à ce moment-là d'un sens à l'intérieur du sens qui serait... Alors comme un dévoilement, après, il y a finalement, l'aspect jeu, enfin, c'est-à-dire quand on trouve une belle anagramme, ça provoque une forme d'émotion, comme si le sens était caché ou bien s'il était redondant par rapport à une autre formule que contient l'expression. Et vous avez le sentiment d'être guidé par cette beauté, justement. Est-ce que ça représente quelque chose qui vous oriente? Moi, je suis très mauvais pour trouver les anagrammes. Je les cherche parfois, mais je suis mauvais pour les trouver. En revanche, mon collègue et ami Jacques Périssalkov, avec lequel j'ai fait un livre d'anagrammes, lui, il a le don Donc, je rappelle que de... ce livre, c'est Anagramme renversant. Voilà, il a le don de les faire Facile. apparaître, de voir du sens qui émerge des lettres, et parce qu'il a une faculté à voir le sens caché des mots qui est tout à fait stupéfiante, et qui est sans doute unique. Et ça s'apprend? Est-ce qu'en pratiquant beaucoup des anagrammes, on finit par devenir doué? Parce que vous dites il est très, il est très doué là-dedans. Est-ce que c'est un don ou est-ce que c'est une pratique? Ben, c'est pas une simple combinatoire, parce que lui-même avoue qu'il est très mauvais en Scrabble. D'accord. Et donc ce qui le guide, c'est le Donc, il y a sens. une espèce de grâce finalement. C'est le sens qui le porte. Il cherche du sens. Et la simple combinatoire des lettres, elle est tellement vaste que si on n'est pas guidé par un principe, on tourne en rond. Et on ne trouve rien de bon en général. C'est pour ça que les logiciels ne trouvent pas les belles anagrammes. D'accord. Donc, Si vous finalement, mettez, ça obéit par à- exemple, dans un logiciel Albert Einstein, il va trouver inertiel absent ou inerte instable, mais il ne va pas trouver la Rien n'est belle. établi, voilà. Il ne va pas trouver la belle anagramme qui est rien n'est établi. Rien n'est établi, oui. C'est vrai que c'est impressionnant à quel point parfois ça peut être signifiant, hein, en effet. D'accord, ben, merci beaucoup. Donc ça c'était la première lettre, A comme anagramme. Alors maintenant, B comme beauté. On a parlé de belles anagrammes. Et la deuxième lettre, c'était justement l'idée de la beauté. Alors évidemment, c'est la beauté en rapport avec la science. Et donc je me rappelle de phrases que je vous ai entendu dire sur notamment Paul Dirac, qui était justement guidé par la belle équation. On parlait des anagrammes et de cette possibilité d'être guidé par la beauté. Qu'est-ce que vous pensez de cette question de la beauté en physique, d'ailleurs en philosophie aussi, mais enfin on va se concentrer sur... Bon, c'est une question assez complexe parce que d'abord il faut la définir cette beauté, il faut la caractériser. Qu'est-ce que c'est qu'une belle équation, Donc en fait, quand on posait la question à Dirac, il disait, une sorte de provocation ou de boutade, si vous êtes mathématicien, vous comprenez ce que je veux dire, et si vous ne l'êtes pas, je ne peux pas vous l'expliquer. Donc en fait, pour lui, une équation était belle si elle contenait beaucoup d'invariants, c'est-à-dire si elle reflétait un certain nombre de symétries qui participaient à l'élégance de la théorie. Sauf que la physique, c'est pas simplement une activité mathématique, il y a aussi le réel, il y a la nature, qui est une mise à l'épreuve. Et donc il peut y avoir des théories très belles, au sens qu'on vient de définir, qui sont fausses. Et en général, on a tendance à dire que ce sont belles les théories qui fonctionnent, qui marchent. C'est ça qui fait leurs critères. Et après coup, on leur trouve des qualités esthétiques qu'on n'avait peut-être pas imaginées au moment de les formuler. Donc je dirais que la beauté, c'est un concept évolutif qui n'est pas fixé a priori et qui évolue au gré de l'histoire de la physique et des théories qui fonctionnent. Est-ce que ça contient l'idée de simplicité en fait? Je pense là par exemple à Albert Einstein qui parlait du physicien qui apporterait une description du réel encore plus simple que ce qu'il avait produit. Est-ce que pour vous l'idée de beauté contient cette idée de simplicité? Là encore, c'est compliqué par le fait que quand on parle de simplicité, est-ce qu'on parle d'une simplicité formelle ou est-ce qu'on parle d'une simplicité ontologique? Je donne un exemple. Le modèle standard de la physique des particules, donc la théorie qui décrit les interactions entre particules élémentaires, d'un point de vue mathématique, il est relativement simple. Il n'est pas trivial, mais
on a trouvé un moyen de décrire les 3 interactions concernées par des principes C'est-à-dire qu'il décrit beaucoup formels de assez choses. simples, ce qu'on appelle les théories de jauge. C'est assez élégant et surtout, c'est la même méthode pour décrire 3 interactions qui, d'un point de vue phénoménologique, sont Très différent. très différentes. La simplicité renvoie à l'idée Donc il y a une qu'avec sorte de simplicité peu, formelle, évidemment, élégante, etc. Mais l'ontologie qui correspond à tout ça est assez compliquée. Il y a les leptons d'un côté, les quarks, les bosons intermédiaires, le boson de Higgs. Enfin, donc on a une ontologie associée qui est assez complexe. Maintenant, si vous prenez un autre cas, qui est la théorie des supercordes, qui essaie d'unifier toutes les interactions, là, il y a une ontologie extrêmement simple. C'est de dire que toutes les particules sont des cordes élémentaires qui vibrent dans un espace-temps à un nombre de dimensions plus élevé que il y a 4. Bon. une unité. Hein, c'est vrai Voilà. que vos Donc il y a livres une reflètent unité ça, d'ailleurs, ontologique très simple. Mais la question de l'unité en physique. Hein. voilà, l'ontologie est simple. Mais les mathématiques qui vont avec sont horribles. Donc on ne Alors, peut pas avoir voilà. tout en même temps. On ne peut pas tout Soit avoir. l'un, Moi, je soit pense qu'on ne peut l'autre, pas avoir une ontologie simple et un formalisme simple. Donc Parce d'une que infinie simplicité. le réel n'est pas si trivial qu'on puisse le caractériser par des choses intégralement simples. C'est l'infinie simplicité. Voilà. Alors, très bien, merci beaucoup. Alors on va passer à la lettre C. C comme conversation. Je ne vous en dis pas plus. Qu'est-ce que vous évoque Bah, la conversation, moi je la préfère toujours à l'interview. Voilà. Je trouve qu'il y a trop d'interviews et pas assez de conversations. C'est-à-dire pas assez d'échanges finalement. Bah, Des choses. c'est-à-dire que l'interview, on pose des questions préparées à l'avance et la question qui vient ensuite a une formulation qui est indépendante de la réponse qui a été faite à la précédente. On n'est pas dans l'écoute, on lâche ces Pour vous, questions. la conversation, ça veut dire l'aventure du langage finalement. Une Bah, manière d'abord, il y a Pardon. l'aventure des idées et du langage. C'est-à-dire, en parlant, on peut avoir des idées qui amènent quelque part, on n'avait pas prévu. Donc il y a une place pour l'inopiné, pour l'idée nouvelle. Et puis surtout, il y a une parité entre les gens qui participent à la conversation. Et puis on parlait d'anagramme, et la conversation scientifique, il y a une belle anagramme qui est ce qu'on sait à l'infini. Non, pardon, ce qu'on sait à côté vers l'infini. Ce qu'on sait à côté vers l'infini. Là, il y a une sorte de programme. Oui, Il y a- ce qu'on c'est sait à que- côté, alors, C'est que dans la conversation, il peut y avoir un décalage, on peut être transporté à côté de ce qu'on pense par la réflexion de l'autre, et ça peut mener à un point final qui peut être très Oui, différent du point initial. Finalement, c'est la phrase de Kant, parce qu'il maniait l'art de la conversation à un point incroyable, et il lui donnait beaucoup de sens en recevant ses convives et en essayant de faire en sorte que le propos soit toujours intéressant par-delà et grâce à cette fluidité. Et quand il écrit justement, donc qu'est-ce que s'orienter dans la pensée, ça fait écho exactement à ce que vous disiez. Penserions-nous beaucoup et penserions-nous bien si nous ne pensions pas, pour ainsi dire, en commun avec d'autres, qui nous font part de leurs pensées et auxquelles nous communiquons les nôtres. Donc on a vraiment cette idée Voilà, d'un un échange, une circulation. d'une circulation, voilà. Et la conversation, c'est une sorte de lieu qui n'est pas au même endroit que les locuteurs. On est dans l'antre. On est dans l'antre, et c'est là que ça se passe. C'est l'intersubjectivité, et c'est risqué finalement, hein. Il faut accepter, il y a beaucoup d'inconnus. Bah, c'est risqué, moi j'anime des conversations, donc Oui, je les c'est d'ailleurs prépare. le Au titre, début, je les préparais de beaucoup, votre etc. Et émission maintenant, sur Sculpture. voilà, maintenant, je fais beaucoup plus attention à ce que je comprends de ce qui est dit, et j'essaie de rebondir, comme on dit, sans que ma réflexion prochaine soit complètement programmée à l'avance. C'est une vraie conversation. Et c'est vraiment ça, lancer la balle et ne pas vouloir trop bien lancer pour justement qu'elle puisse atterrir. Il y a aussi cette idée, accepter que dans l'improvisation, tout ne soit pas parfait. Et c'est vrai qu'à la fois, improviser se prépare, mais c'est aussi ce que Picasso disait, apprendre à désapprendre et apprendre à lâcher prise. Bah, c'est ça, et c'est aussi l'idée qu'il n'y a jamais de réponse complète. Oui, Donc tout ce qui est dit en réponse à une remarque ou à une question provoque d'autres questions, etc. Et la conversation, elle essaie de poursuivre ce cheminement de façon libre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un objectif déterminé quand on a une conversation. On veut où la pas. conversation est à elle-même son Alors qu'une objectif. interview, il y a souvent un temps Et puis, très délimité, un objectif bien défini dans la façon de poser les questions. Donc pour vous, la conversation va avec l'idée d'inachevé, et puis on sent aussi dans ce que vous dites finalement un certain plaisir aussi. Plaisir, et Plaisir de puis moi je pense que la conversation, elle procède de ce que
Bergson appelait la politesse de l'esprit. C'est-à-dire, il n'y a pas d'agressivité, on ne cherche pas à piéger, on est vraiment dans une libération des intelligences. D'accord, et comme vous le dites, c'est reposant l'intelligence. C'est quand même reposant. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. D'accord, et qu'est-ce qui fait pour vous une conversation intéressante? On dit par exemple de gens qui n'ont pas de conversation, ou est-ce que pour vous c'est un reproche très fort, ou est-ce que c'est important justement le silence? Enfin, c'est quoi une conversation intéressante? Est-ce que c'est... Alors, comment répondre de façon diplomatique à votre question subtile? Moi, je dirais qu'une conversation, c'est presque le contraire d'un bavardage. Bon, le bavardage me fatigue. Et vous connaissez la phrase d'André Mauroy, hein, ce qui fait un mariage réussi, c'est justement une longue conversation. Donc finalement, pas de bavardage. Enfin, je vois dans votre réponse justement j'aimerais bien en avoir la preuve. Existe-t-il qu'il avait raison. Non, le bavardage, j'aime pas trop. Mais une conversation, ça veut dire que c'est ponctué par des hésitations. C'est pas une conférence. Et donc on n'est pas en train de débiter quelque chose. Et le fait qu'on bégaye un petit peu, qu'on hésite, qu'on se reprenne, qu'on se corrige, est la preuve qu'on est vraiment dans la pensée, quoi. Et il y a une espèce d'intimité justement pour cette pensée, un cadre en fait assez intime et une naissance aussi, l'idée. Intimité et timidité aussi, ça va ensemble. Ça va ensemble. C'est la lettre T, c'était justement ça. Ah bon, on l'a réglé. Oui, on a réglé son compte à la timidité. Alors, c'est comme conversation, bon, D comme désir, alors là, on n'innove pas par rapport à l'abécédaire très célèbre de Deleuze. Si vous avez une autre idée, c'est possible, mais je ne voyais rien pour contrebalancer le D. D comme désir. Moi, j'aurais pris D tout court. Le D qui symbolise le hasard. Ah, et qui pose des tas de problèmes, parce que le mouvement de dé qui symbolise le hasard n'est justement pas aléatoire. Le mouvement d'un dé, il est parfaitement déterminé. Si on connaissait tous les paramètres, on pourrait dire sur quelle face il va tomber. Mais comme on ne les connaît pas, c'est le hasard qui semble régler l'affaire. Et du coup, le hasard signifie en l'occurrence qu'il est dû à des phénomènes que nous ignorons. Alors, la physique quantique, elle a posé la question du hasard autrement, en disant non, c'est pas un hasard qui vient du fait qu'il nous manquerait de l'information, mais c'est un hasard qui est consubstantiel à l'opération de mesure. Et c'est un exemple en effet très intéressant, parce qu'il il nous reconduit à Platon, qui était celui qui avait articulé la liberté avec la destinée, avec le mythe d'Air, en fait, quand il nous dit finalement, vous, les événements que vous prenez comme étant des circonstances hasardeuses et des aléas, obéissent finalement au choix de vos âmes qui ont été faits avant votre incarnation, et donc tout est fatalité, mais en même temps c'est vécu comme liberté, précisément parce que vous avez oublié, donc finalement on peut dire que c'est l'équivalent exact du mythe d'Air, en fait. Oui, enfin, la liberté, en effet, je pense qu'on ne peut pas la prouver, on peut simplement la revendiquer. Mais même quand vous accomplissez un acte libre, que vous percevez comme libre, vous ne pouvez pas prouver qu'en fait il n'est pas sous-déterminé par des paramètres cachés qui ont agi en vous à l'insu de votre plein gré. Et donc même quand on est libre, on est peut-être en fait piloté sans qu'on en ait conscience. C'est la libre nécessité dont nous parle Spinoza. D'accord, donc le désir est passé à la trappe. Alors. J'ai pas dit ça. En tout cas, vous avez préféré le coup de dé. Alors, vous avez le choix. Comme enfance, enthousiasme ou bien élémentaire. Alors, évidemment, particules élémentaires. Voilà. Moi, je dirais élémentaire, oui, parce que la question de savoir s'il y a des atomes, enfin au sens vrai du terme, c'est-à-dire des objets qui sont insécables, est une question qui n'est pas tranchée. Parce qu'à l'échelle où on regarde les particules aujourd'hui, elles sont élémentaires, au sens où on ne leur voit pas de structure apparente, on ne les considère donc pas comme composites. Mais rien ne dit qu'à une échelle plus petite, elles n'apparaîtraient pas comme étant sécables. Et tout dépend finalement de notre manière... Et donc la notion d'élémentarité est une notion relative. Oui, c'est ça, et non pas de notre absolue. manière d'interagir avec Donc c'est quand même une grande affaire pour les physiciens. Mais je croyais qu'Einstein avait résolu ça en 1906 avec justement le mouvement brownien. Et ah non, mais l'atome existe.
ça c'est sûr. Sauf que l'atome qui existe, l'objet physique, Il n'est pas un C4. contredit en tout point Son étymologie. l'atome philosophique. C'est-à-dire l'atome pensé par les philosophes grecs, en l'occurrence, est un C4. objet qui n'existe pas, et l'objet qui existe a des propriétés qui sont le contraire de celles qu'ils avaient imaginées. Et donc on n'a pas le droit de dire pour autant qu'ils se sont trompés, c'est simplement qu'ils ont lancé une discussion, inventé un concept qui a engendré des discussions qui, quelques millénaires plus tard, ont abouti à la découverte expérimentale de l'atome, Voilà, c'est ça, à partir qui de est réel, rien mais et- qui n'est pas comme il l'avait pensé. Hmm. Et donc, pour résumer l'aventure, on pourrait dire que les choses qui n'existent pas pour rien. Voilà. Et donc finalement, ils ont permis Voilà. une conversation. Les idées fausses peuvent permettre ou aboutir à des découvertes vraies. Ouais. Donc élémentaire, hein, évidemment. Alors, F comme fidélité, fraternité, fête ou fatigue. Bon, fidélité, on va oublier. Fatigue. Fatigue. Oui, parce que la fatigue, c'est un truc intéressant au sens où, quand on fait de la montagne, par exemple, des longues distances, du trail, etc., on peut se sentir très fatigué par certains moments et avoir le sentiment que, puisque c'est l'effort déjà produit qui a engendré la fatigue, si on maintient cet effort, on sera plus fatigué, encore. Ah oui. Et en fait, c'est faux. C'est-à-dire, on peut continuer et tout d'un coup regagner une espèce de vitalité qui semblait définitivement perdue. Et donc, on peut être fatigué et tout en continuant la même activité physique, cesser de l'être. La pétulance peut revenir. Et ça, c'est un phénomène que j'ai déjà connu, qui est assez intéressant et qui montre que peut-être on n'a pas très bien compris ce que peut un corps. Pour reprendre la question de Spinoza, c'est-à-dire qu'il y a des choses là qui se passent sur les longues distances que peut-être nos ancêtres néandertaliens ou autres connaissaient mieux que nous parce qu'ils avaient l'habitude de ces efforts très prolongés, que nous avons oubliés parce que nous avons tendance à accomplir des efforts physiques plutôt brefs, mais qu'on redécouvre grâce à cette nouvelle mode du trail. Mais c'est le second souffle dont nous parlent finalement les coureurs aussi. Bah, le second souffle, non, moi je le connais aussi un peu, c'est quand on est échauffé, quoi, ça gaze. Mais c'est pas la même chose C'est pas la même chose, quoi. que le second souffle, on se sent mieux en courant, par exemple. Mais c'est pas parce qu'on a vaincu une fatigue. Ah oui, moi je l'avais vécu comme ça. J'avais fait un signe. Non, là, les choses dont je parle, ça se passe au bout de 10, 15, 20 heures. Et est-ce que vous voyez l'équivalent en matière intellectuelle? C'est-à-dire, imaginez un agrégatif qui apprenne 15 heures par jour. Est-ce que pour vous, la montagne peut aussi être vue comme une métaphore justement du travail intellectuel? C'est-à-dire l'idée justement qu'il n'y a pas... C'est exactement, alors on parlait de Bergson tout à l'heure, c'est exactement la phrase de Bergson, hein, l'esprit comme réalité capable de tirer d'elle-même plus que ce qu'elle ne contient. Bon, l'expérience de l'agrégatif, je la connais pas et j'en suis fort heureux. Enfin, ou l'expérience Je trouve pas ça humain. Par contre, je pense qu'il y a intellectuelle. la métaphore, notamment de la montagne, hein, le fait Einstein avait utilisé. Hein, construire une nouvelle théorie, c'est comme escalader une montagne ou franchir un col. C'est-à-dire qu'on atteint un endroit depuis lequel on peut voir l'endroit dont on est parti et on découvre un nouvel aspect de cet endroit dont on est parti qu'on ne voyait pas Ah oui. lorsqu'on y était présent. Alors pour les théories, c'est ça, on part de la physique classique, et puis en montant, on fait la relativité, puis on voit autrement la physique classique dont on est parti. Et je pense que... C'est très nietzschéen tout ça, c'est la question. Ouais. Il n'y a que des points de vue et Ouais. des interprétations. Il n'y a peut-être pas que des points de vue, en tout cas on peut changer de point de vue, et en changeant de point de vue, découvrir des choses qui étaient ignorées à partir d'un premier référentiel. Maintenant, quand on écrit un livre, c'est un peu la même chose, on peut avoir des phases de fatigue, de découragement, on ne sait plus par quel bout prendre l'affaire, on veut abandonner, et puis on fait un rêve où on a une idée comme ça, dans la fatigue, qui donne la solution du problème. D'accord. Donc la fatigue est à elle-même sa propre solution, finalement. Je n'irai pas jusque-là. Un petit peu de repos, c'est bien aussi. Mais moi, je pense que sur les histoires de repos et de fatigue, justement, il n'y a pas vraiment de loi générale. Et que la façon dont ces deux choses entrent en dialectique n'est pas forcément bien comprise. Vous pouvez passer des vacances à vous reposer, Et vraiment être à fatigué dormir, et après. au moment de la rentrée, être épuisé.
Donc c'est pas simple. C'est pas ça. D'accord, mais dormons un peu, alors comment? Donc, G comme génie. Voilà, évidemment. Ah, génie. Alors moi les génies, ça m'a beaucoup... Enfin, les génies m'ont intéressé par le fait que... D'abord, je pense que sans eux, il n'y aurait pas de science. Ah, pour vous, la Autrement science est dit, faite par... on peut toujours imaginer que le contexte joue, que les idées sont dans l'air du temps, etc. Mais n'empêche que Einstein, quand il était au bureau des brevets en 1905, il a trouvé la théorie de la relativité. Il avait des collègues qui auraient pu la trouver, ils ne l'ont pas trouvée. Et lui, s'il avait été ailleurs, peut-être qu'il l'aurait trouvé aussi, peut-être ailleurs, dans d'autres circonstances. Mais le contexte a certainement un rôle, mais ne suffit pas. Et donc, les génies, ça compte. Et ce qui est assez fascinant, c'est que être génial pour un physicien, ça n'est pas partager quelque chose qu'on appellerait le génie. C'est-à-dire qu'il y a autant de façons d'être génie en physique qu'il y a de génie en physique. C'est des génies singuliers. Par exemple, le génie de Majorana, Ettore Majorana, qui est un physicien qui m'a... Alors, surgénial pour le coup, qui m'a beaucoup intéressé. Le génie de Majorana n'a quasiment rien en commun avec le génie d'Einstein. Le génie d'Einstein, c'était, disait-il lui-même, il ne se disait pas génial, mais il a essayé de caractériser le fait qu'il a découvert avant les autres la relativité en disant je posais des questions d'enfant que j'ai résolues avec un cerveau d'adulte. Mais par ailleurs, il était assez lent, ce n'était pas un calculateur génial, mais il avait une façon géniale d'interroger le réel. Majorana, c'était plutôt un génie de l'élaboration de contexte, de concepts, de génie dans la façon de résoudre des équations, de dextérité mathématique, de rapidité de calcul, qui sont très différentes de celles d'Einstein. Et donc finalement, le génie semble être une concentration d'intelligence dans un domaine très particulier. Dans un contexte particulier. Dans un contexte particulier. Je pense qu'un génie s'exprime quand un contexte réclame qu'il intervienne. Einstein aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas sûr qu'il pourrait faire de la physique théorique. Parce que le contexte n'est pas le même. Et donc, je pense que les génies qu'on reconnaît comme génies sont des gens qui sont à l'intersection entre une intelligence particulière qui est la leur et puis les problèmes que se pose une certaine époque. S'ils arrivent trop tôt, ça ne va pas. S'ils arrivent trop tard, c'est trop tard. Et puis aussi la possibilité d'être compris. Bien sûr, on connaît l'idée de génie incompris, mais... D'être compris et repéré un jour ou l'autre, mais pas forcément de leur vivant. Pas forcément de leur vivant, oui, c'est ça. Alors, merci. Donc, H comme humour. J'avais trouvé H comme hypnose et comme hybride, mais finalement, je me suis dit non, H, c'est H comme humour. Mais il faut dire un truc drôle, non? Il faut dire un truc drôle? Il faut dire un c'est truc pas obligatoire. drôle, bah oui, ça serait Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'humour? Je sais pas, moi. Je n'ai pas d'idée particulière. On me dit que dans mes cours, il y a un peu d'humour, mais je ne saurais pas le caractériser. Donc, je vais vous faire une réponse brève. Je me fie à ce qu'on me dit, mais je n'ai pas moins l'impression de faire de l'humour. Oui. Ouais, ça serait finalement pas drôle. En tout cas, je ne ris jamais à mes blagues, quand j'en fais. D'accord. Moi, je crois que je ris à mes propres blagues. Alors, d'accord, merci beaucoup. Alors, I, vous avez le choix également. Hein. Vous voyez l'immense liberté qui accompagne cette conversation. Pas immense, je dirais pas ça. Relative. I comme intelligence infinie ou bien innovation? Infini, c'est tentant, mais je vais parler d'innovation parce que il y a quelque chose de plus proche de l'actualité à dire, c'est que avec un ami sociologue et Gérald Bronner, on a fait des mesures sur l'occurrence du mot progrès dans les discours publics. Et on a vu que ce mot, qui a été un mot structurant de la modernité pendant 4 siècles, a disparu après un lent déclin des discours publics. Il a été remplacé par le mot innovation, dont on pourrait dire, mais finalement c'est un changement de mot et l'idée est la même. Mais non, parce que la rhétorique dans laquelle on insère l'innovation est une rhétorique qui contredit presque l'idée de progrès. L'idée de progrès, c'était de dire on configure le futur d'une façon désirable et attractive, et on travaille pour faire advenir ce futur qu'on désire. Et donc c'est une certaine idée du futur qui est motrice des actions. Alors que la rhétorique de l'innovation dit, voilà, il y a des défis, il y a des problèmes, et sans l'innovation, on ne pourra pas relever ces défis. Donc c'est l'état critique du présent, et non plus le futur, qui sert de moteur à l'action. Et ça donne un rapport à l'innovation qui est un rapport un peu triste.
puisqu'en gros, ça dit, si on n'innove pas, ça va mal aller, quoi. Donc il y a une sorte d'injonction à innover, alors que, donc on s'appuie un peu sur l'idée d'un temps corrupteur, alors que le progrès s'appuyait sur l'idée d'un temps constructeur, qui est complice de notre liberté, c'est d'empêcher que le monde se défasse. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une idée qu'on trouve déjà dans un livre de Francis Bacon au XVIIe siècle, donc avant les Lumières, dans un chapitre qu'il intitule L'innovation, où il défend l'idée d'un temps corrupteur. Le temps abîme les choses et il faut innover pour pallier les effets irréversibles des dégâts produits par le temps qui passe. On en est là, donc on a quitté les Lumières. Alors, J comme je. J-E-U. Enfin, vous choisissez. Parler de liberté relative. Je. Alors, je vais parler du jeu avec les idées. Je pense que la physique moderne, celle qui a commencé avec Galilée, est en fait un jeu avec les idées. C'est-à-dire que des gens comme Galilée, surtout, et puis par la suite Einstein, sont des gens qui ont mené des expériences de pensée, comme on dit, qui ne sont pas des jeux intellectuels, qui sont des expériences dans lesquelles on imagine qu'une certaine théorie est vraie, et on joue à regarder ce qu'elle impliquerait dans des situations qu'on peut penser sans pouvoir les réaliser. Ça permet de voir ce qu'une idée a dans le ventre. Finalement, la démarche qu'on appelle hypothético-déductive, finalement, pour oui. vous, elle vous semble ludique. En fait. Oui, mais sans l'expérience concrète, parce qu'on ne peut pas la réaliser. Et c'est comme ça qu'on découvre que dans les théories, il peut y avoir des choses cachées, ou bien des failles, ou bien des contradictions, et que ça remet en route le questionnement autour du réel. Par exemple, Einstein, en 1907, se demande qu'est-ce que éprouverait une personne qui tomberait en chute libre. Réponse, cette personne ne sentirait pas son poids. Parce que tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide, donc si vous tombez, et qu'en même temps que vous tombez, vous lâchez un objet qui tombe avec vous, il va tomber à la même vitesse que vous. Donc par rapport à vous, il ne tombe plus, donc il est immobile. Donc il est en apesanteur. Le fait de subir l'apesanteur vous met en apesanteur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Voilà, il a joué avec une idée, il en a déduit des conséquences très importantes qui vont l'amener un peu plus tard à une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la relativité générale. Et c'est parti d'un jeu avec les idées. Finalement, le jeu comme étant très propice à la création. Alors. K comme Kairos. La lettre K était exigeante. K comme Kairos, le moment opportun. Le moment opportun. Si vous voyez Chronos écrit avec un K. Oui. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus ? Pas grand-chose, à part que il y a des situations, il y a des moments qui sont opportuns. On sent que c'est le moment d'agir. Sur l'autoroute, on se rend compte que certains trucs sont mûrs. On peut avoir des projets, et puis on ne les fait pas parce que c'est pas le moment de les faire. Et puis tout d'un coup, une circonstance fait qu'il devient urgent de les faire. Moi, c'est surtout avec la peinture que j'éprouve le kairos. J'ai envie de faire un tableau, puis c'est jamais le moment, j'ai pas le temps. Puis tout d'un coup, je me souviens que j'ai ce projet, les circonstances s'y prêtent, le kairos est là. D'accord. J'ai eu peur que ce mot ne vous inspire vraiment pas. Non, tout va bien. Alors, L comme lumière, vous m'avez souhaité une belle année-lumière, j'ai beaucoup aimé cette formule. Alors, L comme lumière. Parce qu'une année-lumière sans tiret, c'est une année où il y a de la lumière qui rayonne, une année lumineuse, alors qu'une année-lumière avec un tiret, c'est une distance, c'est la distance que parcourt la lumière pendant une année, donc je ne vois pas comment on pourrait souhaiter une année-lumière avec un tiret à quelqu'un. C'est délicat, mais vous savez que dans l'éducation nationale, on nous demande d'être ponctuel, donc ça fonctionne très bien. On nous demande d'être autoritaire, enfin on est noté sur notre autorité et aussi sur notre rayonnement. Donc, ah bon ? Et comment ça se mesure ? Alors justement, peut-être que vous avez écouté l'accès. Enfin voilà, mais c'est une parenthèse. Ah, le rayonnement des professeurs compte. Le rayonnement des professeurs Tiens. A son importance. Alors, lumière, oui. Donc,
Belle année-lumière. Moi, je pense qu'on pourrait raconter l'histoire de la physique en ne parlant que de la lumière et ses interactions avec la matière. Mais la mécanique quantique est née avec ça, la relativité est née avec ça. Donc ce serait une sorte de théorie des supercordes, mais version... Ouais, la lumière pourrait être le vecteur de tous les éclairages qu'on peut apporter aux gens à propos de la physique. Et finalement, cette unité qu'on recherche en physique, on pourrait la retrouver dans cette idée. Ouais. Alors dans la théorie des cordes, peut-être pas, ça suffirait pas, parce que le photon, c'est une particule parmi d'autres. Mais la lumière est quand même associée à beaucoup de révolutions en physique. Peut-être pas toutes, mais beaucoup. Et est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les physiciens, finalement, est-ce que cette fascination pour l'unité en physique, elle est personnelle, ou est-ce que vous serez d'accord pour dire que finalement, c'est quelque chose qui est présent dans la physique autant que telle? La physique, elle a procédé par unification successive, mécanique céleste et chute des corps pour la gravitation, électricité, magnétisme dans l'électromagnétisme, etc. Mais il y a beaucoup de tentatives parfois qui échouent. Donc quand on parle de l'unité de la physique, on doit raconter toutes les unifications réussies et puis tous les échecs qui sont nombreux. Alors ça peut être un désir presque métaphysique d'unifier notre représentation du réel physique, mais c'est aussi parfois une contrainte. Par exemple aujourd'hui, la physique elle est schizophrène. Il y a d'un côté la physique quantique avec un certain type d'espace-temps, et puis il y a la relativité générale avec un autre type d'espace-temps. Est-ce que l'univers peut avoir deux espaces-temps différents? On pense que non. Donc il faut arriver à unifier tout ça dans un cadre plus large qui permette de décrire en même temps la gravitation et les autres interactions qui sont décrites par la physique quantique. Et donc là, il y a une sorte de contrainte, si vous voulez, qui vient du fait que la physique est bipolaire. Et vous pensez que cette unification se fera? J'en sais rien. Il y a beaucoup de travaux, il y a la théorie des cordes, on ne sait pas si c'est la bonne voie. Et on ne sait pas si un jour on pourra avoir les moyens expérimentaux de trancher entre les différentes possibilités théoriques qui seraient apparues. Peut-être que ça reste les points de vue dont on parlait avec un qui surplombe. C'est vrai que quand on est au sommet de la montagne, c'est pas un point de vue parmi d'autres, mais... On a l'impression que la pensée pour avancer a besoin de la contradiction. Et donc on aura du mal à dire, bon, c'est terminé. On a une théorie qui marche, elle est plus critiquable, elle est complète, elle est totalisante. J'ai du mal à penser qu'on pourrait arriver à ça. L'équivalent philosophique de ça, c'est de dire que toute réponse génère une nouvelle question et que ce sont finalement les questions qui importent en fait. Et puis comment prouver qu'il n'existe pas des phénomènes qui échapperaient à la théorie en question? Autrement dit, comment prouver qu'elle est complète? Et c'est là qu'on rentre dans le dogme d'ailleurs. C'est toute la critique qui a été faite à Freud, de vouloir justement englober dans une théorie. Il y a cette question de la théorie du tout en physique, mais peut-être que la psychanalyse voulait en tout cas une théorie du tout en matière de culture. Et c'est peut-être problématique. Ouais. Merci. Alors, M comme musique. Je suis mélomane, pas musicien, donc j'ai pas grand-chose à dire. À part que la théorie des cordes, des supercordes comme on l'appelle aussi, est une théorie qui dit que les particules en fait sont des cordes qui vibrent, un peu comme les cordes d'un violon. Et donc elles seraient une sorte d'orchestre agissant dans la matière. Et le truc drôle, c'est que... La théorie des supercordes de la poussière d'orchestre. Pour anagramme, de la poussière d'orchestre. Donc en effet, voilà, bravo, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est magnifique. Alors, N comme naïveté. Qu'est-ce que vous pensez de la naïveté? Moi j'aime bien la naïveté questionnante, qui est celle des enfants. La naïveté, quand elle se réduit aux commentaires, quand elle se plaque sur le réel, c'est pas très intéressant. Oui, mais alors, on peut peut-être comprendre la naïveté non pas dans ce registre du constat ou de l'absence de questionnement, mais plus comme naïveté de l'enfant. Oui. Il paraît que l'âge auquel on pose le plus de questions, pas forcément naïves, c'est 4 ans. Et après, on diminue le rythme auquel on pose des questions. Moi, je me souviens d'un enfant de 4 ans qui m'avait, peut-être un peu plus, 6 ans, qui m'avait demandé une question qui m'avait bouleversé. Et monsieur, s'il est vrai que le temps passe, est-ce qu'il ne devrait pas finir par s'user?
Je ne m'étais jamais posé cette question et elle est en fait très profonde. Mhm. Voilà, donc la naïveté peut avoir du bon quand elle se décline en question, quand elle n'est pas fermée. D'accord. Alors, O comme oubli. Bah, je voulais vous dire quelque chose, mais j'ai oublié quoi. On retombe sur H et on va devoir tout refaire jusqu'à H de humour. P, bah évidemment, P, c'est le grand conflit ou la grande conversation, comme vous préférez, entre physique et philosophie. Alors attention au choix que vous faites, hein, je risquerais de mal prendre. Je sors un livre dans 15 jours qui s'appelle Matière à contredire. Essai de philo-physique qui part de l'idée que la physique et la philosophie sont deux choses complètement différentes, deux genres de pensée étrangers l'un à l'autre, mais que, une fois qu'on a opéré cette distinction radicale, alors il y a un certain nombre de questions philosophiques qui gagneraient pour être traitées et pour qu'on ne reste pas au simple registre du commentaire éternel de texte, à prendre en compte des résultats qui viennent de la physique. C'est les fameuses découvertes philosophiques négatives dont parlait Merleau-Ponty, en fait. Alors en fait, l'expression découverte philosophique négative, qu'on attribue toujours à Merleau-Ponty dans son cours au Collège de France, en fait se trouve en conclusion d'un article de 1939, écrit par deux des pères fondateurs de la mécanique quantique, qui s'appellent London et Bauer. Et donc ce sont des physiciens eux-mêmes qui ont dit que la physique produit des découvertes philosophiques négatives qui ne sont pas moins importantes, disent-ils, que les découvertes faites par les philosophes de métier. Ah oui, mais ça, j'en suis persuadée. Hein. C'est vrai qu'on donne souvent cet exemple de la manière dont Einstein, des découvertes d'Einstein révolutionnent la manière dont Kant conçoit le temps. Mais par exemple, quand on parle du temps, on voit bien qu'on s'intéresse à la question du temps. On voit bien que Heidegger en parle, Kant en parle, et Einstein en parle. Première question, est-ce qu'ils disent la même chose? Si la réponse est oui, très bien. Si la réponse est non, à qui accorder du crédit? Et s'ils ne parlent pas de la même chose, pourquoi le même mot est utilisé par les uns et les autres? Voilà des questions intéressantes. Alors, physique et philosophie. Donc, Q comme quanta. Les quantas, qu'est-ce que c'est alors? ils sont responsables du fait que je me suis intéressé à la physique. Voilà. Et quand est-ce qu'a commencé Quand on m'a dit s'il n'y avait pas eu de quanta, j'aurais jamais fait de la physique, parce que la physique classique m'ennuie. La physique, c'est la potion magique quand on est petit? Non, c'est que moi j'ai découvert la physique quantique quand j'avais 20 ans, j'ai fait un stage au CERN, etc. Et le fait que le monde microscopique oblige, pour être décrit, à utiliser des concepts dont il n'existe pas de contrepartie dans la vie courante, eh bien je trouve ça fascinant. Voilà, ça veut dire que on a là une physique qui nous oblige à remettre en cause nos idées les plus travaillées, les plus cautionnées par l'observation, par la fréquentation du monde macroscopique. C'est très platonicien en fait. Et que, oui, ou je sais plus, je crois que c'est Alain qui disait penser c'est dire non. Oui, mais non, c'est dire non à sa pensée. Platonicien au sens de cette réalité suprasensible et de ce ciel des idées, et finalement beaucoup d'importance donnée à l'imaginaire qui s'échappe, qui véritablement s'échappe de l'image, l'imaginaire. Voilà, donc moi ça m'a ouvert l'esprit. Et les quantas sont un monde fascinant que j'ai essayé de faire comprendre, y compris en dénonçant les malentendus dont il est victime, à des esprits non scientifiques, notamment philosophiques, avec un succès et un bilan mitigé. D'accord. On ne citera personne. Alors, R comme relativité. C'est un abécédaire très physique. D'ailleurs, la relativité, c'est tout simplement une théorie de l'absolu. Ah, encore des paramètres. C'est une théorie qui dit ce qui ne change pas quand on ne change pas de référentiel. Alors, est-ce que vous trouvez pas que ça devient très difficile de penser? Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que plus on pense et plus on se rend compte que toute pensée en fait intéressante et paradoxale. Et alors après, la question devient comment penser ou comment la dire dans une langue. Pour moi, la question cruciale, c'est la question du langage. De quoi on parle quand on prononce un mot? Quand on parle du temps, par exemple, de quoi on parle? Et la relativité a été victime d'une appellation qui a très vite engendré une confusion, à savoir que la relativité serait une caution scientifique du relativisme. La seule chose qu'on puisse dire sur la relativité, c'est tout est relatif. C'est une phrase qui n'a aucun sens et qui, si elle était vraie, serait fausse, parce que s'il était vrai que tout est relatif, il serait relatif que tout est relatif. Donc
Non, non, je pense que oui, la théorie de la relativité est une théorie qui dit ce qui ne change pas quand on change de référentiel, donc ce qui est absolu. Mhm. Et parmi les choses qui ne changent pas quand on change de référentiel, ne figurent ni l'espace ni le temps, qui eux, du coup, sont relatifs. Et sous prétexte que l'espace et le temps sont relatifs, on a appelé la théorie qui dit cela qu'elle était la relativité. C'est ça. Finalement, ça rejoint ce qu'on disait de la montagne, un point de vue qui n'est pas un point de vue parmi d'autres, qui est le sommet de la montagne, et puis après, une somme de points de vue spécialisés. Voilà, et donc il y a eu énormément de confusion avec ça, de malentendus, et une fois qu'ils sont enquistés dans la culture, il est très difficile de les défaire. Votre travail, c'est d'enlever des kystes, alors. Ben oui, mais voilà. Des tâches chirurgiens. Et expliquer aujourd'hui que tout n'est pas relatif, c'est un travail. Alors, tout n'est pas relatif, et donc est-ce comme un domaine où justement on injecte peut-être beaucoup de relativité aussi, est-ce comme sentiment? Alors sentiment, singularité, ou bien sensibilité, enfin vous choisissez, mais l'un des trois. Moi j'aime beaucoup les sentiments, hein, et par contre je pense que ce sont de mauvaises instances du jugement. Voilà. Ça aveugle. Ça trompe, ça peut donner l'impression de la certitude alors que c'est faux, etc. Alors le sentiment, il a beaucoup de lettres de noblesse, hein, je ne veux pas lui retirer. Ce que j'aime pas, c'est le ressenti. Mais d'ailleurs, ça a donné ressentiment. Quand les élèves ou les étudiants invoquent leur ressenti pour dire ce qu'ils pensent d'une théorie ou d'un résultat, je m'inquiète. Cette théorie, comme si ce qu'on ressent pouvait invalider ce que des décennies de travail et d'objectivation ont permis de valider. Oui. Voilà. Donc je suis contre le narcissisme cognitif. Alors ensuite, pour la lettre T, j'ai d'abord trouvé plein d'idées pour finalement des T très tragiques. Tragédie justement, traumatisme, trahison, tristesse. Et puis ensuite, je me suis dit non, il faut un T qui déploie quelque chose de plus positif. Alors tendresse, talent, timidité, T à mi-chemin. Et puis finalement, je me suis dit avec Étienne Klein, il faut qu'on parle du temps. Donc là, on a l'embarras du choix. Alors le temps, c'est un gros sujet. On peut choisir quand même. Hein. Choisissez temps. Oui, alors en gros, la question, c'est qui est légitime à parler du temps? Parce qu'évidemment, tout le monde en parle. On raconte nos vacances, les philosophes en parlent, le langage en parle de façon très, très spontanée. Tout le monde est dans cette prison à roulettes. Il y a des phrases qu'on répète depuis Saint-Augustin, les physiciens en parlent, les biologistes en parlent, les historiens en parlent. Et donc, qui a autorité pour en parler, sachant que ce que nous en disons est contradictoire. Et quand nous parlons du temps, nous ne savons jamais trop dire à quel type d'objet on a affaire. Est-ce que c'est un être physique? Est-ce que c'est un produit de notre conscience? Est-ce que c'est une invention? Est-ce que c'était une illusion? Bref. Et donc, je pense que plutôt que de juxtaposer les points de vue, parce que quand on fait un colloque sur le temps, on invite un physicien, un philosophe, un biologiste, un historien, etc. On devrait réfléchir à la question de savoir qui a autorité, parce qu'il a des compétences ou une discipline qui rapproche davantage que les autres de la question du temps, à nous en parler. Peut-être... j'aime beaucoup, il y a une phrase d'Aristote que j'adore qui dit « Le sage est l'éternel dans l'instant ». Et alors, ça voudrait dire peut-être ceux qui ont autorité, c'est les sages, qui disent à la fois l'éternité et l'éternité de l'instant. Oui, mais ce qu'ils en disent... parce que est-ce que la sagesse présuppose une philosophie du temps qui soit juste? Ben, je pense. Est-ce que notre sagesse n'est pas quelque chose de complètement empoisonné par la question de la mort, auquel cas, le temps qui n'est pas la même chose que la mort serait mal pensé au fait qu'il est trop vite assimilé à la mort. Quand Heidegger dit le temps c'est la finitude du Dasein, est-ce qu'il ne nous plombe pas un peu notre pensée du temps? Oui, mais alors je pense qu'en effet la sagesse passe par un vécu du temps qui s'oublie lui-même finalement. Dans cette éternité de l'instant, il y a l'idée qu'on ne vit pas le temps dans le cadre de son écoulement, mais on en perçoit le caractère illusoire. Et si vous écoutez les grands sages, justement, le point commun, vous parliez là de tous
ces scientifiques qu'on interrogeait pour voir si finalement se détachait une trame ou un point commun. Le point commun de tous ces sages, c'est d'avoir posé le temps comme une illusion et de dire qu'à partir de là, on n'avait rien d'autre à dire que le fait que ça n'existait qu'à un certain niveau. En fait, illusoire veut dire le contraire. Mais ça, c'est une recette pour bien vivre, je dirais. Mais est-ce qu'une recette Moi, j'y vois une sage ontologie, j'y vois pas pour une bien recette vivre pour bien vivre. va jusqu'à déployer une ontologie vraie du temps? Parce que là, vous êtes en train de dire que les sages déploient des tours de passe-passe pour s'arranger avec le réel, mais je suis pas sûre que... Soit on est intéressé par la vérité, soit on est intéressé par le fait de bien vivre. Il se peut que ces deux questions se rejoignent en certains points, Oui. mais il se peut aussi qu'elles soient différentes. Tout à fait, mais est-ce que vous ne pensez pas que la sagesse, c'est justement alors, un certain degré d'application de la connaissance qui soit précisément articulé à cette idée de bien vivre? Moi, je pense que la sagesse, ça consiste pour une part à choisir ses idées ou à choisir ses pensées, sans forcément s'intéresser à la question de savoir si elles sont justes ou vraies. Et vous savez bien que ça représente finalement, et ça je pense qu'en effet c'est une idée très intéressante, c'est ces trois tamis de la vérité dont parle Platon. Il dit finalement en matière de vérité, parce qu'aujourd'hui on est dans cette espèce de fascination du constat, c'est-à-dire est vrai seulement ce qui correspond à une réalité et ce qu'on est en mesure de constater. Et c'est un sens très pauvre et très aliéné, qui laisse aucune possibilité de liberté. C'est pour ça que Platon va rajouter trois éléments, trois critères. Il dira, en matière de vérité, il faut se demander dans quelle mesure j'ai pu être témoin moi-même de ce qui a été dit. Deuxièmement, est-ce que c'est quelque chose de bon? Et est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir servir? Dans quelle mesure ça va être utile? Donc c'est vrai qu'il faut certainement rajouter... Oui, enfin, le beau, le vrai, le bien, voilà une trilogie qui n'a pas eu, dans la suite de l'histoire, le succès escompté dans les faits. Ça déploie un absolu qui n'est peut-être pas à tout le monde. Il se peut que la vérité soit triste, hein. Ou pas belle. Je préfère pas penser ça. Je me garde la liberté Voilà. de penser tout à fait autrement. Mais ce serait vraiment tragique. Mais peut-être que c'est tragique. Bon, bah écoutez. Alors, on va passer à la lettre U. Alors, vous avez le choix encore, hein. U comme ubiquité, ou U comme univers. Les deux sont intéressants, hein, parce que l'ubiquité, ça renvoie à des problèmes de mécanique quantique, le fait que la physique quantique est non locale. Oui. Mais bon, ça serait trop difficile de l'expliquer en peu de temps. Univers, moi je pense que univers c'est intéressant parce que c'est une notion récente en fait. C'est une notion qu'on doit à Galilée, l'idée qu'il y a une unité ontologique, la matière est la même partout, il n'y a pas les deux mondes dont parlait Aristote. Et il y a aussi une unité législative, les lois sont les mêmes partout et en tout point de l'espace et à tout instant du temps. C'est ça qui font l'idée de l'univers. Et le fait qu'Einstein, lui, ait proposé une théorie qui permet de penser l'univers non pas comme l'enveloppe qui contient tous les objets physiques, mais comme étant lui-même un objet physique ayant des propriétés globales qui ne sont pas réductibles à ses propriétés locales, ça c'est génial. L'univers est un objet physique. Voilà. Et ça change tout et ça a permis de fonder une cosmologie scientifique. Il y a une science dont l'objet est l'univers et non pas quelque chose dans l'univers. D'accord, merci beaucoup. Alors, X comme... pardon, on a V comme... alors, vanité, vérité, vie ou voyage? Voyage. Voyage. Où est-ce que vous partez? Quelle est votre prochaine... Moi j'ai un programme de voyage très important pour l'année prochaine, puisque je vais avoir 60 ans, j'aime beaucoup la montagne, j'ai peur d'avoir un jour de l'arthrose, et donc, comme j'en ai pas, j'en profite. Donc je vais aller grimper des sommets, j'envisage d'aller au Chili, escalader le plus haut volcan du monde, qui fait quand même 6900 mètres. Voilà, donc les voyages sont au programme. Vous aurez un point de vue qui surplombant. Ok, alors ensuite W. Alors bon, là, c'est aux antipodes, enfin en tout cas, tel que c'est formulé. Alors W comme William Shakespeare, petit tour de passe-passe, et sinon comme waouh, avec l'idée d'admiration. Ah non, W, là, j'assume ma liberté, je revendique. W, pour moi, c'est boson W. W, c'est weak. Et quand j'étais au CERN, comme étudiant,
on préparait le collisionneur du CERN qui a permis la découverte des bosons intermédiaires, autrement appelés les bosons W. Donc le W est un boson, D'accord. le médiateur de l'interaction nucléaire faible. Hmm. Et quand on l'a découvert, les gens ont fait waouh, ce qui rejoint votre truc. Non, parce que j'allais vous dire que j'avais prévu ce degré de désobéissance en disant que Ouais, il est tardif et faible. J'avoue, sur le W, mais en plus, finalement, vous montrez que ça peut se rattacher à ce que je vous proposais. Donc, voilà. Alors, X, petite désobéissance ici aussi, parce que ça va être X comme X. Comme X comme X, X comme la lettre X. X l'inconnu. Oui. Ou le rayon. Enfin, ce que vous voulez. Le rayon X. Ça peut être Le rayon X. l'inconnu. Ben oui, parce qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Trouver X. la Vous connaissez la très grande blague des profs de maths, hein, ils ont tous ce t-shirt, en tout cas. Trouver X et puis l'élève entoure, X est là. Ah non, je ne connaissais pas cette très bonne blague. Elle est pas mal. Mais les rayons X, quand ils ont été découverts, ça a exercé une fascination absolument inimaginable aujourd'hui. Quand la femme de Röntgen qui avait sa bague et qu'on a pu voir les os du doigt qui portait la bague dans les journaux de l'époque, ça a créé un truc incroyable de voir le corps, l'intérieur du corps. D'ailleurs, on retrouve les Dupont et Dupont, je ne sais plus quel album de Tintin, mais on les voit justement comme ça. Et les rayons X sont responsables indirectement de la découverte de la radioactivité. Parce que Becquerel voulait en savoir un peu plus sur les rayons X, et c'est en faisant des recherches dans ce domaine-là qu'il a découvert un autre rayonnement qui est celui de la radioactivité. Sérendipité alors. Ouais, donc en cherchant X, il a trouvé Y. C'est une bonne X. blague ça aussi, non? C'est pas mal. Mais celle de entourer le X, j'imagine que ça a dû faire suivre quand même le correcteur. Alors, Y, j'ai eu un peu de mal avec Y, mais donc bon, cette chaîne s'appelle La Séance Philosophique sur YouTube, et je me suis dit pourquoi pas parler justement de ces nouveaux moyens de... Parce que finalement sur YouTube on trouve de tout, des choses très créatives, d'autres catastrophiques. Alors qu'est-ce que vous pensez de Y, on va dire, donc Y comme YouTube, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle manière d'accéder à la connaissance ou de créer, enfin, je suis mauvais juge, parce que je pratique très peu, je regarde très peu de vidéos. Mais les retours, comme on dit, que j'ai, c'est que c'est un chaînon manquant de la chaîne de la connaissance. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes ne lisent pas de livres, qui à mon avis sont le meilleur moyen d'accéder à des connaissances scientifiques. Mais YouTube leur met le pied à l'étrier par des images, par des discours, par de la parole, et que ensuite ça peut leur donner envie de lire des livres. Et ils lisent surtout les livres écrits par les youtubeurs. Donc la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. D'accord. Et alors pour Z comme zéro, Z comme zénith, Z comme zigzag, Z comme zapping. Qu'est-ce que vous choisissez? Et zen, on n'a pas le droit? Ah, zen, ah ben, écoutez, C'est désobéissez. Zen, c'est bien zen. L'esprit zen, c'est-à-dire être réflexif sans précipitation. C'est ça être zen, non? Qu'est-ce que c'est être zen? Je ne sais pas, mais j'aimerais bien apprendre. C'est l'éternité de l'instant. Je pense que Aristote était zen, non? Je ne sais pas s'il était zen, Aristote. Peut-être que pour moi, zen, ça veut dire ça, c'est un rapport au temps. Ça veut dire... Moi, je l'entends comme étant insensible à certaines fluctuations de l'actualité, voilà, de l'environnement. Mais le temps est insensible aussi à l'écoulement du temps, bien sûr. Oui, mais il ne faut pas être indifférent. Insensible, mais j'ai l'impression que zen, ça va avec l'idée, quelque chose qui contient l'idée d'éternité. Il faut être zen et attentif. C'est un prodige. C'est un truc quantique, ça. Être zen et attentif, c'est quelque chose de quantique. C'est du en même temps macronien. Mais c'est un truc, un prodige complet. Hein, oui, mais c'est quantique. Moi, je pense qu'on doit apprendre à être quantique. D'ailleurs, on l'est d'une certaine façon. Par exemple, il y a eu toute cette controverse sur le harcèlement sexuel. Moi, je me suis surpris moi-même à lire des tribunes de gens très contre, je ne sais pas quoi, et d'autres très pour. Donc deux points de vue complètement opposés. Et je me suis surpris à être d'accord avec les deux. D'accord. Ça veut dire que je suis quantique. Okay, c'est la morale de l'histoire. C'est la morale de l'histoire. Qui a donc une fin. Un fou rire et puis...
Non, c'est donc la fin. C'est la fin, voilà. Voilà, c'est la fin. Bah, merci beaucoup. Merci, merci Étienne Klein, merci beaucoup.